Coucou, alors je viens de faire une vidéo en anglais sur le travail de psychopompe. Je vais essayer de faire la même vidéo à peu près en français, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. C'est dommage parce que l'anglais permet vraiment d'accéder à plus d'informations que juste le français. Si vous avez la possibilité de vous perfectionner en anglais ou d'apprendre l'anglais, vraiment je vous recommande. Donc j'ai mes petites notes en anglais que je vais essayer de traduire au fur et à mesure. Je suis pas tout à fait bilingue, mais enfin bon, je me débrouille, on va dire. Donc comment faire un travail de psychopompe? Donc, première mise en garde, je ne suis pas chamane, hein, je ne suis pas une pro. J'ai commencé à avoir des pratiques chamaniques, on va dire, il y a un peu plus de 5 ans. J'ai commencé à expérimenter avec les états modifiés de conscience il y a à peu près 5 ans, un peu plus de 5 ans. Donc, comme tout un chacun, je peux cuisiner dans ma cuisine sans être un chef cuisinier, hein, sans être un pro. Je peux cuisiner dans ma cuisine. Avec le chamanisme, on peut faire pareil. On peut faire notre petite popote chamanique dans notre cuisine, dans notre salon, tout ça. Soit que ce soit mieux en extérieur. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, je parle à partir de mon expérience. Je partage mon expérience sur le sujet. C'est pas des trucs que j'ai lus dans des livres, parce qu'à vrai dire, j'ai pas lu grand chose sur le sujet dans des livres. C'est même pas des trucs dont j'ai entendu parler à travers des vidéos, parce que j'ai vu peu de vidéos sur le sujet, à vrai dire, qui abordent le sujet, en tout cas de la façon dont je le fais là. Je vais citer 2 youtubeurs que j'aime bien, qui en parlent. Mais oui, sinon, je parle d'expérience et pas de trucs lus dans des livres. Donc évidemment, c'est à prendre avec a grain of salt, comme disent les Anglais. Tout cela, c'est forcément subjectif, c'est forcément de l'interprétation personnelle, c'est forcément de la croyance. Donc voilà, je partage ce que je pense savoir, ce que je crois savoir, puis après vous en faites ce que vous voulez. Oui, pardon, j'habite en bord de route. Il y a un petit peu de passage. Donc le terme psychopompe, je l'utilise depuis que je l'ai entendu dans une vidéo de Nicholas Breeze Wood. Ah, ce matin, ça passe. Hein. Donc je mettrai un lien vers sa chaîne YouTube dans la description de ma vidéo. Ça fait partie des chaînes YouTube qui sont vraiment de qualité en fait. Il n'y a pas de jolies vues filmées par drone au coucher du soleil, mais le contenu est bon. Nicholas Breezewood, c'est l'éditeur du magazine Sacred Hoops. Et donc c'est en écoutant une de ces vidéos que j'ai réalisé que j'avais déjà fait du travail de psychopompe, sans connaître le mot en fait, sans savoir que c'était du travail de psychopompe. Bon, c'est un mot peut-être un peu pompeux, mais bon, c'est pratique parce que pas mal de gens le connaissent en fait. Moi je le connaissais pas, bon, bah tant pis. Donc en bref, la définition du travail de psychopompe, c'est aider les morts, l'esprit des personnes décédées, à passer là où elles sont censées passer. La lumière, la paix, tout ça. Un petit message aux psychonautes, anthéonautes. Si vous recherchez, si vous essayez d'avoir des expériences significatives avec les psychédéliques, le travail de psychopompe, c'est un des trucs qu'on peut faire sous champi. Voilà, entre autres. Peut-être aussi sous ayahuasca. Je sais pas, avec les psychédéliques synthétiques, je sais pas. Mais voilà, c'est un des trucs qu'on peut faire sous psychédélique. Et un petit message aux personnes qui veulent devenir chamanes. Un petit conseil. Commencez par considérer que les esprits sont des individus. Ce sont des gens. Hein. Comme votre voisin est un individu et pas une partie de votre subconscient, c'est pas un archétype. Si vous commencez à considérer et à traiter votre voisin en archétype, ça va être le bordel dans votre vie si c'est pas déjà le cas. Je vois de plus en plus de gens qui ont cette tendance à psychologiser le chamanisme, les expériences vécues en état modifié de conscience, comme si
comme si elles essayaient de rendre le truc plus sérieux peut-être. Mais bon, c'est du chamanisme, ça peut pas être sérieux comme de la physique. Donc maintenant je commence à voir des gens qui parlent des esprits en les appelant des archétypes, sans même plus prononcer le mot esprit. Je trouve ça très étrange, franchement. Pour ne pas dire problématique, parce que sur un plan pratico-pratique, ça va pas marcher. Pourquoi faire un travail de psychopompe? Alors là, c'est la youtubeuse Celestial Tree qui en parle bien dans une de ses dernières vidéos. On a tendance à penser, nous les occidentaux, que les morts prennent soin d'eux-mêmes. Ils savent se débrouiller tout seuls. Donc on fait rien pour eux. Et semble-t-il certains, oui, savent se débrouiller tout seuls, ou alors ils sont aidés, ils trouvent de l'aide sur le chemin, mais certains, non, ils restent coincés. Et c'est un souci, parce que ça cause des soucis. Celestial Tree parle de ghost energy, énergie, comment on pourrait traduire ça? Énergie, je ne saurais pas traduire, c'est comme ça, je sais pas, mais ghost energy c'est un bon terme, de l'énergie résiduelle de fantômes, ça me fait penser à Ghostbusters. Oui, les défunts, les esprits de défunts coincés, entre guillemets, dans notre bas monde, sur notre plan d'existence, ils peuvent causer des soucis, des accidents, de la malchance, des trucs pas cool. Alors ça veut pas dire que tous les trucs pas cool du monde sont provoqués par des fantômes. Mais voilà, c'est le genre de truc qui peut être provoqué par les défunts coincés. Alors là, ça doit être un tracteur qui va passer. C'est un voisin. Alors, un bon voisin. D'habitude, je fais coucou, mais là, j'ai été déconcentrée. Donc oui, comment est-ce qu'un mort peut se retrouver coincé, enfin l'esprit d'un défunt peut se retrouver coincé? Déjà parce qu'on est susceptible de penser qu'après la mort, il n'y a rien. Donc on ne se prépare pas, c'est tout con. Ça, je pense que ça peut être une option. On est susceptible de croire que, évidemment, en bon athée, que certaines personnes sont, elles sont susceptibles de croire que les morts n'existent pas, qu'après la mort, il n'y a rien. Donc pourquoi faire des cérémonies? Pourquoi s'en soucier? Donc on fait pas de cérémonie. Ou des bouts de cérémonie qui ressemblent pas à grand chose. On est susceptible aussi de s'accrocher à nos morts, entre guillemets. On est susceptible de les retenir par possessivité, par peur, par amour, par plein de choses. Les morts sont susceptibles d'avoir peur, de passer par culpabilité, parce qu'ils ont fait des trucs dégueulasses, et que ils se retrouvent, une fois qu'ils sont morts, ils se retrouvent, ils sont toujours là. Ils se disent, ouh là là, je vais finir en enfer, moi. Ils n'ont pas envie d'aller en enfer, donc ils restent par là, et ils ont peur de la lumière, parce qu'ils croient que c'est l'enfer. C'est possible. Certains défunts, certains esprits de défunts sont vraiment des esprits malades, en fait. La mort n'est pas un remède à la maladie. Alors la maladie dans le sens spirituel, émotionnel, psychologique du terme. La mort n'est pas un remède. C'est pas parce qu'on meurt qu'on devient tout à coup super sage, omniscient, etc. Ils sont susceptibles d'être en colère, d'avoir des ressentiments qui les retiennent, enfin toutes sortes de raisons, quoi. Je connais pas la liste exhaustive, je crois pas. Donc je parle des défunts, je parle pas des ancêtres. En chamanisme, on parle parfois des ancêtres. Ça, ce sont les bons, les sages, les défunts, ceux qui restent vraiment pour une bonne raison, et ceux qui sont vraiment bienveillants. On pourrait les appeler des saints, entre guillemets, même si ça n'a pas forcément de rapport avec la religion. En anglais, the good ones, the wise ones.
je ne sais pas trop comment ça se passe. Il y a une sélection naturelle, une sélection spirituelle. Et ils passent peut-être dans la lumière et puis ils reviennent. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche, mais oui, il y a certains ancêtres qui sont là. Et c'est une bonne chose. On peut leur demander conseil, on peut leur demander guidance, on peut leur demander de l'aide, on peut leur demander protection, soutien. Oui, ils peuvent apparaître, par exemple, moi ça m'est arrivé d'en voir, à travers des visions qui apparaissent dans la tête, mais ça ne veut pas dire que l'esprit il est dans ta tête. C'est comme un souvenir, hein, comment dire. Quand tu vois un éléphant dans ta tête, ça ne veut pas dire qu'il y a un éléphant dans ta tête. Voilà, donc quand on parle de vision intérieure, ça ne veut pas dire que les trucs qu'on voit dans notre tête sont dans notre tête, ou dans notre esprit, ou dans notre subconscient. C'est plus compliqué que ça. Donc oui, ils peuvent apparaître comme une lumière, une douce lumière au-dessus d'un lieu particulier, par exemple un lieu qu'ils ont bien aimé, où ils ont vécu longtemps, où ils restent en esprit gardien un petit peu. Ils peuvent apparaître alors carrément sous la forme de ce qu'on appelle des fantômes, ce qu'on voit comme fantômes dans les films, c'est-à-dire vraiment un esprit qui a gardé sa forme, son apparence, l'apparence qu'il avait quand il était vivant. Ça c'est super flippant, ça m'est arrivé une fois. Et c'était vraiment flippant en fait. Et ils sont capables de voir l'environnement, le même environnement que nous, quoi. Ils le perçoivent comme moi je le percevrais. C'est très. Oui, vivre ce genre d'expérience, c'est des potes. Ils sont peut-être capables de faire, les ancêtres sont peut-être capables de faire du travail de psychopompe, d'aider les morts à passer, d'aider les défunts à passer. Et ils sont au-delà des lignées de sang. Ce qu'on peut considérer comme les ancêtres, c'est pas forcément nos ancêtres dont on connaît le nom. Ça peut être beaucoup plus ancien que ça, un ancêtre. Hein. Ça peut vraiment être un australopithèque. Hein. Ça peut être vraiment très très ancien. Et on n'en connaît pas forcément le nom, et pourtant c'est ce qu'on peut appeler un ancêtre. Et certains considèrent on peut considérer que certains esprits sont des ancêtres alors qu'ils ne sont pas humains. Les esprits non humains peuvent être considérés par certaines cultures comme des ancêtres. La terre patrie peut-être. Parce qu'après tout, oui, la terre, on s'en nourrit, comme un bébé se nourrit du lait de sa mère. Donc je crois que certaines cultures considèrent la terre elle-même comme une ancêtre, par exemple. Donc comment faire un travail de psychopompe? En bref, ça consiste à demander aux esprits, moi c'est ma façon de formuler les choses, demander aux esprits bienveillants d'aider tel défunt à trouver la lumière. Moi j'utilise ce terme d'esprit bienveillant. Certains utiliseront le terme ange, archange, chacun ses termes. Moi c'est esprit bienveillant. Voilà, je ne sais pas comment les appeler, je ne sais pas comment ils se définissent eux-mêmes, je ne sais pas. Esprit bienveillant, ami de la vie, ça semble marcher. Donc évidemment, ça nécessite de considérer ces esprits bienveillants ainsi que les esprits des défunts, comme toujours existants, comme des individus, hein, pas quelque part dans ta tête, mais quelque part dans ton cœur, mais comme réellement ayant une existence propre ici et maintenant. Et ça nécessite d'ouvrir notre cœur, de leur ouvrir notre cœur. Et c'est là que ça peut piquer, c'est là que ça peut être particulièrement difficile en fait. Ça peut se traduire par beaucoup de... On va se mettre à pleurer beaucoup hein. Quand notre cœur s'ouvre, ça peut vraiment... C'est pas tout gentil, tout doux. Ça peut vraiment se retrouver à pleurer à chaudes larmes pendant 5 minutes. Et ça peut vraiment être douloureux. Hein. Sur le plan psycho-émotionnel, c'est pas forcément facile. Hein. Ça fait grincer des dents, c'est dur. Mais si on se met à pleurer, ça peut être le signe vraiment que voilà, on fait un travail au niveau du cœur. Vraiment, on arrive à ouvrir notre cœur et des choses peuvent passer. Ah oui, ça, j'ai oublié de parler de ça dans la vidéo en anglais.
Le cœur, pour moi, c'est pas notre cœur, en fait. Le cœur, c'est un peu comme une bouche, comme voilà, une porte. Et ce qui m'appartient, c'est les montants de la porte. Hein, comme mes lèvres, on peut dire que mes lèvres m'appartiennent. Mais par contre, quand j'ouvre la bouche pour parler, je laisse passer de l'air. L'air ne m'appartient pas. C'est libre, c'est free. Oui, parfois, je parle pas tout à fait anglais, pas tout à fait français. Free. Ah, voilà. Donc cet espace du cœur, en fait, ça ne nous appartient pas, c'est un passage, un truc qui permet à des trucs de passer. Donc on ouvre notre cœur au défunt, ça peut être très dur, pour qu'il puisse passer littéralement. Donc ça peut être difficile de laisser partir, de laisser passer quelqu'un qu'on aime. Mais comme le chante très bien Sting, quand on aime quelqu'un, on le laisse libre. No comment. Et ça peut être difficile aussi de laisser passer quelqu'un qu'on déteste, pour qui on a vraiment de la haine, parce qu'il nous a fait beaucoup de mal. Voilà, si on a de gros traumas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez de quoi je vais parler. Des trucs vraiment, voilà, on nous a fait des saloperies, bah, ça peut être très difficile, oui, de laisser passer quelqu'un qui nous a fait vraiment du mal. Mais si on veut trouver la paix, bah, c'est important d'offrir la paix. Sinon, on reste coincé dans notre haine, avec notre haine. C'est toxique, ça nous ronge, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, comment pardonner, parce que ça nécessite, voilà, ouvrir notre cœur à des gens qui nous ont fait des grosses dégueulasseries. Voilà, c'est en somme comment pardonner. Moi, je ne comprends le pardon, je comprends pas ce mot en fait. Forgiveness en anglais, le pardon, pardonner. Pour moi, ça c'est creux, c'est vide, je comprends pas. Donc, je bénis malgré tout. I bless anyway. I bless you anyway. Je bénis la personne malgré tout ce qu'elle m'a fait. Je ne bénis pas ce qu'elle m'a fait, évidemment, c'est dégueulasse. Mais je la bénis elle, et je bénis, plus précisément, je bénis la vie en elle. Si cette personne était en vie, si elle est en vie, ben voilà, elle détenait, elle portait, ou elle porte une part de vie, et c'est cette vie-là qui est bénie, malgré tout. Il n'y a rien de plus sacré pour moi, il n'y a rien de plus béni pour moi que la vie dans notre monde. Donc la vie est toujours bénie. Donc on peut toujours la bénir, c'est toujours possible. Et quand je parle de lumière, alors moi ce que je visualise en tant que lumière, ce que je conçois en tant que lumière dans notre monde, la plus grosse source de lumière pour moi, c'est le cœur en fusion de la planète. Donc on peut dire que c'est le chakra du cœur de la planète peut-être. Moi je prononce le mot chakra, en fait chakra ça marche pas. Il faut essayer de prononcer ça chakra en sanskrit, c'est un peu compliqué à prononcer. Chakra, c'est un petit chanté, là c'est pas facile. Chakra. Donc voilà, c'est un mélange à 95% de fer et 5% de nickel, je crois. C'est une grosse source d'énergie, hein. C'est la grosse source. Alors il y a beaucoup de gens maintenant qui me parlent de sources dans les vidéos de chamanisme, enfin des chamans, des médiums, parlent de la source. Moi je ne vois pas ce que c'est. Mais si j'essaye d'y réfléchir, la source de vie sur Terre, ça pourrait être ça pourrait être le cœur en fusion de la planète, qui fait la grosse dynamo, qui génère le champ électromagnétique autour de la planète, qui permet à la vie d'exister, en tout cas à la vie à base carbone d'exister. Parce que ce champ électromagnétique est protecteur vis-à-vis de la vie. Enfin, sans ce champ électromagnétique autour de la planète, il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas d'atmosphère possible, etc. Donc voilà, pour moi la lumière c'est ça. Donc c'est en bas, pour moi. C'est pas là-haut dans le ciel, non. Ça peut être une façon de vraiment de piéger un esprit, volontairement ou pas, c'est de l'envoyer en haut. Si vous n'aimez pas cette idée de considérer la lumière comme étant en bas, parlez juste de la lumière, mais bon. Pour moi, c'est en bas. Alors évidemment, c'est pas l'enfer, hein. C'est vraiment la lumière, la paix, l'amour, tout ça.
Oui, et voilà, c'est le chemin, quoi. C'est le passage vers quoi? Vers, je sais pas, la paix, la réincarnation, peut-être, dans certains cas, j'espère, dans certains cas, parce que si on se réincarne tous, on est mal, quoi. Il y a vraiment des gens, il faut pas qu'ils se réincarnent, hein. Je veux pas. Donc je suppose qu'il existe une option recyclage pour les âmes malades. Dans la paix, elles se dissolvent, pouf, paisiblement. Je le leur souhaite en tout cas. Peut-être est-ce un passage vers d'autres mondes? Je ne sais pas. Mais bon voilà, c'est le passage, c'est la lumière, c'est par là qu'on envoie le schmilblick. Donc sur un plan pratique, dans le chamanisme, en chamanisme, on considère bien sûr que ce n'est pas le chaman qui fait le job, que ce sont les esprits alliés qui font le job. Okay. Donc on fait la requête et les esprits alliés, les esprits bienveillants, les esprits de la nature, pour moi c'est surtout les esprits du sol. Ce sont surtout les esprits du sol, puisque pour moi je visualise cette lumière comme étant au cœur de la planète. Ça va être les esprits du sol qui vont se charger de ce travail de psychopompe, de guider les morts. Alors ça peut être en France, on a les géobiologues qui parlent parfois de cheminées cosmotelluriques. Je pense que c'est peut-être bien ça, entre autres, que les anciens appelaient des vouivres ou des dragons, qui peuvent être considérés comme des esprits du sol, des esprits bienveillants, hein. C'est pas des démons, hein. C'est des phénomènes géophysiques à la base. Je pense que leur corps, entre guillemets, c'est peut-être bien des champs électromagnétiques générés par des courants électriques. Parce que oui, dans le sol, c'est un truc de géophysique, hein. C'est de la géophysique, c'est de la réalité, c'est du vrai, enfin c'est de la réalité. Il y a vraiment, pour de vrai, des courants électriques dans le sol. Des ions qui se déplacent, des électrons qui se déplacent, qui génèrent. Chaque courant électrique génère un champ électromagnétique. Voilà, c'est peut-être ça. Dans ma compréhension des choses, pour le moment, je pense que voilà, il y a certains phénomènes géophysiques qui génèrent des esprits. Voilà, ils ont un corps, c'est un bout du sol, et ce sont des esprits, ils existent, voilà, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc c'est à eux que je vais demander de faire ce travail de psychopompe. Donc ça va nécessiter d'être dans la nature, de trouver un bout de sol, un bout d'herbe, un bout de ruisseau dans lequel mettre ses pieds, ses mains, voilà, pour être vraiment au contact du sol et pour demander aux esprits de la nature, demander aux esprits du sol, aux esprits bienveillants de bien vouloir prendre en charge, de bien vouloir aider telle personne. C'est important de dire le nom, le prénom, à voix haute, parce que quelque part dans ta tête, ça risque d'être un peu limité. Donc à voix haute, pas forcément en criant, pas forcément en tapant fort sur ton tambour, non, c'est pas non. Mais à voix haute, de demander aux esprits de bien vouloir aider une telle personne à passer. Et voilà, et pourquoi, en somme, en résumé, pour favoriser la guérison de soi, des autres, de la famille, du clan, et puis au-delà, hein, pour la paix dans le monde, tout simplement. Voilà, pour harmoniser les choses. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Au revoir, à bientôt peut-être, pour de nouvelles aventures.